ganador de 1000 batallas. Le 22 juin 2024, le corps sans vie de Jocelyn est retrouvé à Lincoln Park, dissimulé sous des branches et partiellement enterré. Cette découverte marque le début d'une enquête allaitante et d'un procès retentissant. Jocelyn, une jeune femme pleine de vie, et John Moise Chakagwaze Ilbis, principal suspect, sont au cœur de cette tragédie. Qui était-elle? Pourquoi son destin a-t-il croisé celui de cet homme? Dans cette vidéo, nous allons retracer les événements marquants de cette affaire, depuis la disparition de Jocelyn jusqu'à la condamnation de son meurtrier. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos enquêtes captivantes et poignantes. Plongeons ensemble dans cette histoire qui a ému et mobilisé des milliers de personnes. Jocelyn Johanna Toakiza est née le 18 juin 2003 dans la petite ville de Pujili, située dans la province équatorienne de Cotopaxi. C'est une ville relativement modeste, peu industrialisée, qui compte environ 65 000 habitants. Une grande partie de sa population vit de l'agriculture, et la famille de Jocelyn ne faisait pas exception. Sa mère, nommée Inès, et son père, dont le nom n'a pas été précisé, se consacraient pleinement au travail de la terre pour faire vivre leur foyer. Cependant, les revenus générés par l'agriculture étaient insuffisants, et la famille dut se résoudre à déménager vers Quito, la capitale de l'Équateur. C'est dans cette métropole que Jocelyn a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence. Malgré ce changement de décor, la précarité économique ne s'est pas estompée. Néanmoins, la jeune fille a pu entamer sa scolarité et s'y est investie avec détermination. Dès son plus jeune âge, Jocelyn se distinguait comme une élève brillante et appliquée. Elle voyait dans ses bons résultats scolaires le moyen le plus légitime de récompenser les immenses sacrifices consentis par ses parents pour son bien-être. Son engagement lui valait l'estime de ses camarades et l'admiration de ses enseignants, qui louaient à la fois son intelligence et sa persévérance. Elle nourrissait un rêve clair et ambitieux, devenir hôtesse de l'air pour explorer le monde, mais surtout pour pouvoir soutenir financièrement sa famille. Au cours de sa jeunesse, Jocelyn fit la connaissance d'un jeune homme nommé John Moise Chakagwaze Ilbis, né le 30 mars 2003 à Riobamba, capitale de la province de Chimborazo. Tout comme Jocelyn, sa famille avait quitté leur ville d'origine pour s'installer à Quito, à la recherche d'une vie meilleure. Cette coïncidence fit naître entre eux une amitié tendre, du moins en apparence. Jocelyn considérait John comme un bon ami, rien de plus. Elle restait concentrée sur ses objectifs et sur son avenir professionnel, qu'elle plaçait avant toute autre considération. À cette époque, elle estimait que l'amour ou une relation de couple étaient des distractions qu'elle ne pouvait se permettre. De son côté, John semblait nourrir des sentiments plus profonds et aurait toujours été attiré par Jocelyn, sans jamais recevoir en retour la reconnaissance d'un amour réciproque. Les années ont continué à s'écouler dans la vie de Jocelyn et de John. À un moment donné, leurs chemins semblaient s'être définitivement séparés. Mais le destin, capricieux, les a réunis à nouveau. Après avoir terminé leurs études secondaires, les deux jeunes ont presque perdu tout contact. En 2023, John quitte l'Équateur natal à la recherche de meilleures opportunités. Il le fait de manière irrégulière, traversant la frontière américaine par El Paso, au Texas. Capturé par les autorités frontalières, il pense que ses rêves s'effondrent. Mais les agents, faute de place pour le retenir, le relâchent. Libre sur le sol nord-américain, John erre de ville en ville jusqu'à s'installer à Spring Valley, dans le comté de Rockland, État de New York. Là, il commence à reconstruire sa vie. Quelques mois plus tard, Jocelyn décide elle aussi de poursuivre ses rêves. Issue d'une famille très modeste, elle n'a pas les moyens de migrer légalement. Elle entreprend alors un périple éprouvant à travers l'Amérique centrale, jusqu'à la frontière mexicaine avec l'Arizona. Elle voyage avec son oncle et sa tante. À leur arrivée, tous trois sont arrêtés par les autorités. Jocelyn déclare avoir fui l'Équateur à cause de violences conjugales. Bien que cette affirmation n'ait jamais été confirmée, les autorités leur permettent de rester aux États-Unis. Jocelyn travaille dans plusieurs villes avant de s'établir dans le centre de l'État de New York. Elle trouve un emploi dans un hôtel, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en entamant les démarches pour régulariser sa situation migratoire. Elle mène une vie plus stable, loin de son passé. Elle ignore alors que John vit lui aussi aux États-Unis. Mais en 2024, leurs chemins se croisent à nouveau. À l'approche de son 21e anniversaire, Jocelyn reçoit un message inattendu de John. Il l'a retrouvé via les réseaux sociaux et découvre qu'ils vivent à proximité l'un de l'autre. Il lui propose de célébrer son anniversaire ensemble. Jocelyn accepte, heureuse de revoir un ami d'enfance. Le 18 juin 2024, John voyage depuis Spring Valley jusqu'à Syracuse. Il loue un Airbnb pour l'occasion. Une caméra de surveillance enregistre leur arrivée vers 16h30. Pour Jocelyn, il s'agit simplement de partager un moment nostalgique. Mais les intentions de John sont tout autres. Ils ouvrent une bouteille de vin. Au fil de la soirée, John devient de plus en plus insistant.
Il lui avoue qu'il n'a jamais cessé d'être attiré par elle. Jocelyn tente de lui expliquer qu'elle a changé, qu'elle le considère uniquement comme un ami. Cette réponse le blesse profondément. Aveuglé par la frustration, John perd le contrôle. Il se jette sur elle et commence à l'étrangler. On ignore si Jocelyn est morte sur le coup. Ce que l'on sait, c'est que la même caméra qui les avait filmés à leur arrivée capte John sortant du logement avec Jocelyn inerte sur son dos. Une voiture de police passe à ce moment-là, sans intervenir. Quelques heures plus tard, John revient seul au logement. Il change de vêtements, prend un sac à dos, et quitte les lieux. Une camionnette l'attend dehors. Elle le conduit à la gare centrale, où il prend un bus pour rentrer chez lui. Cette même nuit, les proches de Jocelyn commencent à s'inquiéter. Elle ne répond plus à leurs messages, et son absence à la maison est d'autant plus suspecte qu'elle n'avait pas pour habitude de disparaître sans prévenir. Le lendemain, le 19 juin, l'angoisse grandit. Famille et amis n'ont d'autre choix que de signaler sa disparition aux autorités. La police locale ouvre une enquête pour disparition. Des opérations de recherche sont rapidement lancées. Tandis que les forces de l'ordre quadrillent la zone, les proches de Jocelyn mènent leurs propres investigations. Les premières heures sont marquées par une inquiétude croissante. Aucun indice ne permet de localiser la jeune femme. Face à l'impasse, la division des enquêtes criminelles prend le relais. Des agents interrogent les passants, procèdent à des fouilles, mais c'est une piste inattendue qui va tout faire basculer. Une femme nommée Idania Fernandez Rodriguez contacte les autorités. Elle affirme avoir découvert des traces de sang et des signes de violence dans sa maison située sur l'avenue Hawley, à New York. Elle précise que son logement avait été loué via Airbnb la veille, le 18 juin. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place. Ils y trouvent des traces de sang, des cheveux longs, probablement féminins, et une bouteille de vin. Les échantillons sont envoyés pour analyse ADN. Mais c'est une autre révélation d'Idania qui va orienter l'enquête. Elle transmet aux détectives les images de vidéosurveillance. On y voit deux jeunes entrer dans la maison. Plus tard, le garçon ressort en portant la jeune fille sur son dos, inconsciente. Les enquêteurs font le lien. La silhouette de la jeune femme correspond à celle de Jocelyn, toujours portée disparue. Ils contactent sa famille. L'un des proches identifie formellement Jocelyn, et reconnaît également son accompagnateur, John Moise Chakaguase Ilbis, un ami d'enfance originaire d'Équateur. Fait troublant, lorsque les autorités interrogent Idania sur l'identité du locataire, elle révèle que la réservation avait été faite sous un faux nom. Une courte enquête permet de confirmer que le logement avait été loué avec une identité falsifiée. Dans les jours qui suivent la disparition de Jocelyn, la police intensifie ses efforts pour localiser John Moise Chakaguase Ilbis, principal suspect. Les opérations de recherche s'étendent à travers tout l'État de New York. Les enquêteurs estiment qu'il n'a pas pu emmener Jocelyn très loin, car les images de vidéosurveillance montrent qu'il est revenu rapidement après l'avoir porté sur son dos. Le 21 juin, un virement bancaire rejeté sur le compte de Jocelyn attire l'attention des autorités. Ce détail devient une piste cruciale. Le lendemain, le 22 juin, les craintes se confirment. Le corps sans vie de Jocelyn est retrouvé à Lincoln Park, dissimulé sous des branches et partiellement enterré. Le cadavre est déjà en état de décomposition avancée. Les examens médico-légaux confirment son identité et révèlent qu'elle est morte par asphyxie. L'affaire est désormais traitée comme un homicide et toutes les ressources sont mobilisées pour capturer le suspect. La communauté migrante, choquée, se mobilise. Des photos de John circulent sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, les autorités reçoivent une information. Il aurait été aperçu travaillant dans un restaurant. Mais lorsqu'il arrive sur place, il a déjà fui, probablement alerté par un proche. Sa cavale prend fin le 27 juin, lorsque les forces de l'ordre le localisent et l'encerclent. Le procès de John Moise Chakaguase Ilbis débute le 15 septembre. Les procureurs présentent des preuves accablantes, notamment des traces ADN retrouvées sur le corps de Jocelyn et des témoignages de voisins ayant entendu des cris provenant de l'appartement d'Idania Fernandez. La défense tente de plaider l'état d'ébriété avancé de l'accusé, mais les experts médico-légaux réfutent cette hypothèse, affirmant que les actes commis nécessitaient une certaine lucidité. Après plusieurs semaines de débat, le jury rend son verdict, coupable de meurtre au second degré et de dissimulation de cadavres. Le juge prononce une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la famille de Jocelyn, ce verdict est un soulagement, bien qu'il ne puisse effacer leur douleur. Grâce aux campagnes de soutien, ils parviennent à rapatrier le corps de Jocelyn en Équateur, où elle reçoit une sépulture digne entourée de ses proches. La communauté hispanique continue de se mobiliser, réclamant des mesures pour protéger les femmes migrantes et éviter que de tels drames ne se reproduisent. Cette affaire, tragique et poignante, restera gravée dans les mémoires comme un appel à la justice et à la solidarité. Et sinon, que pensez-vous de cette histoire ? Jocelyn Johanna Toakiza méritait-elle un cadeau aussi meurtrier pour son anniversaire ?
Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.